La Souterraine, en Creuse, le samedi 18 décembre 2021. Le collectif Plus Jamais Ça a organisé une manifestation unitaire où nombre de représentants d'entreprises et de métiers ont pris la parole. Éric Coquerel, France Insoumise, et Philippe Poutou, NPA, étaient présents. Le député insoumis nous explique pourquoi il s'est déplacé. Je suis venu d'abord parce que très souvent quand on fait appel à moi, j'essaye de venir en fonction de mon agenda, et encore plus ici, qui est un lieu assez emblématique. Il y a eu la lutte des GMS où j'étais venu me mobiliser avec Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, avec les salariés, on a préparé une proposition de loi avec d'autres groupes sur la question des licenciements boursiers, des délocalisations, de la sous-traitance. Et puis aussi parce que on a un ministre de l'économie il y a quelques jours qui expliquait qu'il n'avait pas laissé tomber une entreprise dans ce pays, pas un seul emploi. La réponse, la vraie vie, elle est ici, quoi. C'est-à-dire plein d'entreprises qui sont en train de lutter pour leur survie. Alors il y a Sam, là, qui m'a offert un très joli lingot en argent. Il y a les fonderies du Poitou qui sont ici. Il y a les ex-GMS qui sont à nouveau dans des problèmes. Donc voilà, la vraie vie, c'est que, au contraire, malheureusement, et encore plus pendant cette crise du Covid, beaucoup de groupes en ont profité pour délocaliser, pour fermer des entreprises. C'est vrai ici en la Creuse, c'est vrai en Seine-Saint-Denis ou dans l'Île-de-France qui est proche de ma circonscription. Et donc un député se doit à un moment donné d'être aux côtés des salariés qui se mobilisent pour dire que non, au contraire, il faut garder les emplois industriels en France, il faut arrêter de délocaliser, il faut des circuits courts, il faut un protectionnisme solidaire qui s'installe et il faut un État qui soit aux côtés des salariés et pas des actionnaires qui délocalisent. Voilà, c'était une excellente raison pour moi d'être ici ce matin. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus malgré le temps un peu frisquet. Plus jamais ça, c'est sans doute le pire nom jamais inventé pour un collectif d'organisation. Il faut bien le reconnaître. Mais plus jamais ça, c'est aussi un cri du cœur. Un cri du cœur qui a été poussé à la sortie du premier confinement, quand le gouvernement nous a proposé un plan de relance. Un plan de relance, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire donner des sous aux patrons pour qu'ils continuent la même politique antisociale, les licenciements, les fermetures d'entreprises et des délocalisations. Plus jamais ça, avons-nous répondu. Plus jamais non plus la pollution, plus jamais non plus le mur climatique dans lequel on va se fracasser au rythme où vont les choses. Et c'est l'originalité de la démarche de plus jamais ça. Fondée à la base par la CGT, la FSU Solidaire, la Confédération Paysanne, Greenpeace, Attac et les Amis de la Terre, auxquels se sont joints depuis toute une série d'organisations, dont la Convergence nationale des services publics. Je vais essayer de ne pas être trop long. On sait qu'aujourd'hui, les GMS, et ils prendront la parole, sont à nouveau sous le feu de la difficulté. On sait aussi, et c'est pour ça qu'on commence comme première initiative publique avec le collectif Plus Jamais Ça creusois autour de l'industrie et des boîtes du nord du département. Mais on va continuer en janvier, dès janvier, autour de la filière alimentation et de la filière bois. La filière bois, juste un mot, parce que je pense que ça éclaire l'ensemble de notre démarche, à la fois contre les injustices sociales et contre les injustices climatiques. La filière bois, c'est chez nous des chênes qui sont coupés, abattus sauvagement, brutalement, en défigurant nos paysages, et qui partent se faire des planchers en Chine. Voilà l'aberration type sur laquelle on veut mettre l'emblème. Voilà exactement ce capitalisme mondialisé dont on ne veut plus. Voilà pourquoi Plus Jamais Ça est une initiative porteuse d'espoir, en associant les luttes pour la justice climatique et pour la justice sociale. Merci. Et ici, les suites de GMS, comme vous avez pu lire dans les médias, eh bien, c'est reparti. C'est reparti. Toutes les belles promesses, tout ce qu'on nous dit et tout ce qui ne se fait pas surtout. Et tout ce qui ne fait pas surtout. Fait que voilà, à la reprise en 2017,
Il y a eu des fonds publics aussi, qui ont été mis à la reprise. Mais bien sûr, les promesses des constructeurs en chiffre d'affaires n'ont jamais été tenues. Je parle de 12 millions de PSA et 10 millions de Renault. On attend toujours. Leurs non-engagements ont fait que la trésorerie a fondu comme neige au soleil. Et donc on arrive dans la situation où, en fin d'année, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de travail. Et maintenant on nous dit, bah écoutez, on va essayer. On va essayer quoi? La dernière fois qu'on a eu Bercy au téléphone, ils nous ont dit, bah, votre PDG, M. Martineau, est prêt à déposer le bilan. Martineau, dans les médias interposés, non, il n'y a pas de problème. Ben ça, on est rodé. On est rodé. Et quand vous voyez les gars derrière, ils savent très bien ce qu'il faut faire. C'est lutter. Lutter comme vous faites tous. Les fonderies de Bretagne, les fonderies du Poitou, la SAM, les gens passent et des meilleurs, et aussi dans les services publics, l'école, l'hôpital, la SNCF, l'EDF. Ce gouvernement est en train de nous assassiner. C'est un assassinat. Et si nous ne luttons pas contre ça, c'est nous qui allons mourir et la France va mourir. Nous, à la sortie de GMS, parce que ça a été une sortie de nos 157 copains qui ont été licenciés, on a fait le point dernièrement, il y en a encore 60 qui sont dans la merde. 60 dans la merde, ça veut dire qu'ils font de l'intérim, qui sont dans du précaire, qui sont radiés, qui sont tout ce que vous voulez. Il y en a encore 42 inscrits à Pôle emploi. Et les autres qui ont trouvé du travail, c'est que du précaire. Nous, on est encore 110 chez LSI. La moyenne d'âge, c'est 55 ans. Donc vous savez très bien ce qui va se passer si la boîte ferme. Il est hors de question que cette boîte ferme. Et comme disait le copain de la SAM, c'est pas eux qui vont décider, c'est nous. Et c'est la lutte qu'on va mener qui va faire qu'on va décider. Et je pense que ensemble, on est capable de faire de grandes choses. Et la phrase « plus jamais ça », c'est bien cette phrase qu'il faut écouter. Plus jamais ça. Quand GMS a été terminé, avec les copains, on a pensé à dire qu'il faut faire autrement. Faire autrement, c'est-à-dire impliquer les politiques. Donc, un projet de loi qui a été fait par les salariés, par tous les amis. On a été aidé par notre avocat, par Laurence, enfin j'en passe des meilleurs, je ne vais pas tous les énumérer parce que ça a été très complexe, c'est très compliqué à faire. Et je vais vous passer Vincent qui lui va bien vous expliquer comment ça marche. En tout cas, je vous remercie à tous d'être là. Il faut qu'on continue ensemble pour plus jamais ça. Oui, bonjour à tous, merci d'être là. Pour nous, ça a été naturel de répondre positivement à la demande du collectif Plus Jamais Ça de la Creuse, de s'associer à cette initiative parce que, comme vient de le dire très justement Petit Lu, c'est bien ensemble qu'on va arriver à faire bouger les choses pour qu'il n'arrive plus jamais ça. Mais le plus jamais ça en soi, ça ne suffit pas. Il faut construire l'après. Ça fait partie des choses que nous, on a toujours réfléchi et qu'on continue à réfléchir ensemble sur des propositions sur l'avenir. Parce que Petit Lu l'a pas dit, mais les copains, pour LSI, ils ont des idées, notamment sur la pièce de rechange. La possibilité de conserver cette boîte malgré toute la destruction qui a été organisée. Et ça, c'est des propositions pour qu'il y ait une continuité. Donc, ils ne sont pas dans la fatalité. Effectivement, c'est coup sur coup qu'on prend dans la gueule, mais on essaie de répondre. Et pour la réponse, il faut qu'on la construise ensemble. Les copains de la SAM ont une lutte qui est formidable. Ils auront besoin de soutien, parce que ça va être une lutte longue et difficile, ils le savent. Ils sont là aujourd'hui, je les en remercie, les fonderies du Poitou aussi.
les copains de l'Inde, enfin bon, je veux pas... voilà. Mais c'est aussi en s'unissant dans nos territoires qu'on pourra arriver à avancer. Sur la proposition de loi, on l'a écrite parce qu'on s'est dit aussi, plus jamais ça. Ce qui nous est arrivé à nous, GMS, il ne faut pas que ça arrive à d'autres. Et malheureusement, elle n'est pas passée dans l'hémicycle encore. Donc c'est une proposition de loi qui traite des relations des donneurs d'ordre et des sous-traitants, avec une partie où les donneurs d'ordre, que sont PSA, Renault, mais ça peut être Airbus, ça peut être dans l'agroalimentaire, ça peut être dans d'autres secteurs d'activité, doivent assumer économiquement leur choix. C'est-à-dire, pas comme nous, ce qui s'est passé au niveau du plan de suppression de poste, on est parti une main devant, une main derrière. Enfin, la main devant, ça c'était pour mettre des baves qu'on a mis, notamment au tribunal de Prud'homme, et qu'on a, enfin voilà. Mais avec une déresponsabilisation complète des donneurs d'ordre, alors que c'est eux qui nous ont amenés à cette situation, avec la complicité des actionnaires, qui se sont succédés, qui ont pillé la boîte. Donc ça c'est déjà la première partie, mais ça c'est la partie de dire ils doivent payer, quand ils prennent des décisions, ils doivent payer. Mais à la limite pour nous, c'est pas forcément la plus importante. Il ne doit pas, ça doit s'arrêter. Les choses doivent influer, enfin, les choses ne doivent plus être pensées de la même manière. Les possibilités de transition industrielle, si c'est le cas, si c'est nécessaire, doivent être faites et organisées pour maintenir les gens dans leur territoire et maintenir l'emploi et l'industrie. Et ça, c'est la deuxième partie de la proposition de loi, avec différents aspects, notamment un aspect écologique, parce que quand ils ferment une boîte, ou qu'ils organisent la fermeture d'une boîte, les donneurs d'ordre ou les actionnaires, quand ils l'amènent à la faillite, qui va assumer la désindustrialisation, la dépollution du site? Ce sont les collectivités. Donc c'est les mêmes qui payent, quoi. Donc à un moment, il faut peut-être arrêter de nous prendre pour des cons, et il faut agir. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail de la proposition de loi, elle est à disposition ici, elle a été construite et déposée avec trois parlementaires, le parlementaire de la France Insoumise, Bénédicte Taurine, parlementaire du groupe communiste Pierre Dharréville, donc c'est le groupe GDR, et aussi Régis Juanico qui est socialiste. On essaye d'élargir les choses, on est en train de travailler avec le sénateur Fabien Gay, qui est un sénateur communiste, pour que cette proposition de loi soit déposée au Sénat. On travaille aussi au niveau de l'Europe avec Martine Aubry pour que ça soit déposé au niveau de l'Europe. Manon. Alors, on le fait pas pour... Manon, pardon. C'est pas grave, c'est la période de bêtisier. Allez-y. C'est pas la même Martine. Ah, excusez-moi. Voilà. Donc on a travaillé avec ces gens-là, pas pour la travailler, et pas pour dire ouais, c'est bien, on travaille avec des parlementaires. Non, non, non. Le but, c'est qu'on veut que ça soit utile. Et malheureusement, on n'a pas réussi à convaincre ces groupes parlementaires de les déposer dans des niches parlementaires. Alors on ne leur veut pas, hein, mais on leur rappelle quand même quotidiennement. Alors c'est vrai que c'est compliqué pour ces groupes parlementaires parce qu'ils sont minoritaires. Et ils ont très peu de place pour les déposer. Ça n'empêche qu'ils peuvent le faire. Donc à nous de peser collectivement pour que ça soit fait, parce qu'il faut que ça soit dans l'hémicycle. Ce qui est en train de se passer dans les fonderies, c'était programmé depuis de nombreuses années. Et ça va continuer. Ça ne va pas s'arrêter là. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie de votre attention. Comme disait mon camarade David Gisto, on a du mal à se faire entendre parce que tout le monde se retrouve et est content de se retrouver, donc on discute. Donc je vais arrêter là, je vous remercie. Et puis, de toute façon, on lâche rien. Merci à vous. Et pardon, Manon. Pour des chili con carne, donc n'hésitez pas à passer les voir. D'abord, on va leur laisser la parole.
Et après, on ira, avant de boire leurs paroles, on va boire leur soupe après. Oui, bonjour. Bonjour, donc je représente la Confédération Paysanne qui a sa place comme membre du collectif Plus Jamais Ça. Quoi dire, de toute façon c'est notre place hein, de venir protester contre tout ce qui a fait, tout ce qui a été malfaisant dans la mondialisation, c'est-à-dire toutes les délocalisations. Parce que le secteur de l'agriculture a été un des secteurs où il y a déjà 30-40 ans, on a déjà expérimenté ce que ça voulait dire de mettre tous les travailleurs en concurrence les uns avec les autres tout autour de la planète. Mais pour ce qui est de la Creuse, moi ce que je dis, c'est peut-être une bêtise, je sais pas, enfin, il y a un gisement d'emploi en Creuse. Il y a... Je ne sais pas, j'ai essayé de calculer dans ma tête. À mon avis, il y a entre 10 et 20 000 emplois. Ils sont situés dans l'agriculture paysanne. Pas la monoculture de viande, hein. L'agriculture paysanne, celle qui est diversifiée, celle qui respecte les cycles naturels, qui respecte la santé du paysan lui-même et des consommateurs, et qui procure aux paysans un revenu décent. Ce qu'il y a, c'est que cette agriculture paysanne, et c'est en ce sens qu'on participe à la transformation sociale qui est ambitionnée par le collectif Plus Jamais Ça. Mais ce qu'il y a, c'est que cette agriculture paysanne, elle a des ennemis très très puissants, qui sont en fait les mêmes entités que celles qui délocalisent les emplois industriels. C'est tout le lobby des... Il faut... Bah oui, mais j'ai l'habitude. C'est les mêmes forces capitalistes que celles qui délocalisent les emplois de GMES et de Dagar et de Sauton, etc. Donc en fait, voilà, heureusement qu'on est là. Ce qu'il y a, c'est que cette agriculture paysanne, actuellement, elle manque de bras, ça c'est sûr, mais surtout, je dirais, elle manque de syndicalistes, quoi. Des syndicalistes de la trempe de ceux de GMES, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas peur de se battre sur le long terme, qui ne se laissent pas impressionner par les discours verdissants des uns et des autres, des gens déterminés, quoi. Et c'est un combat qui sera de longue haleine, car on voit bien, à la façon dont, à ce qu'on voit sur le paysage rural en Creuse, on voit bien que l'agriculture industrielle, capitalistique, etc., a encore de beaux jours devant elle, si nous, on n'arrive pas à avoir assez de force pour résister. Bon, par exemple, en ce moment, on nous explique qu'il faut cloîtrer tous les élevages de volailles, sous prétexte qu'il y a des menaces de grippe aviaire. En fait, les virus qui sont responsables de la grippe aviaire, ce sont des virus qui se développent dans les élevages industriels où il y a un très grand nombre d'individus identiques les uns aux autres. C'est comme ça qu'on développe toutes les difficultés sanitaires. Bon, enfin, on pourrait causer très longtemps, hein. On va peut-être arrêter là. Voilà. Vous n'avez pas sifflé, ça veut dire que j'ai pas dit de conneries. Merci. Il y a des copains de la fonderie des Poitou, la fonderie du Poitou qui sont venus, s'ils veulent prendre la parole. Sylvie va les chercher. Donc, ils viennent à chaque fois chez nous soutenir, donc c'est normal qu'on soit là aujourd'hui. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que le gouvernement nous parle sans arrêt de réindustrialisation de la France, de sauvegarder la souveraineté industrielle de la France. La réalité, on la voit, hein, dans les fonderies en tout cas,
c'est fermeture après fermeture. On a eu la MBF dans le Jura qui a été liquidée, nos copains de la Fonderie du Poitou-Fond qui ont été liquidés, et à chaque fois c'est 280, 300 emplois qui partent. Les copains de la SAM qui sont présents ce matin, ils sont en train de se battre pour ne pas être liquidés aussi. Et puis nous, Fonderie du Poitou à Lu, eh bien, on aura la réponse début janvier. Peut-être que début janvier, on suivra nos copains de la fonte, c'est-à-dire que tout sera fermé à un grand survême, il n'y aura plus d'industrie, il n'y aura plus rien. Et il faut trouver du boulot ailleurs, voilà ce qu'on nous dit. Donc le reclassement, c'est du pipeau, bien sûr, il n'y a aucun reclassement possible. C'est simplement, on vous tient la main pour vous emmener à Pôle emploi, et voilà ce qu'il y a en vient. Donc aujourd'hui, il faut se battre tous ensemble pour sauver l'industrie, pour sauver les fonderies, parce que les fonderies en France, c'est le début du démantèlement de toute l'industrie automobile. Après les fonderies, ça sera bien sûr les usines Renault qui fermeront les unes après les autres. Et Renault gardera une seule chose de la France, c'est les subventions. Voilà, ils garderont les subventions et tout le reste sera fait ailleurs. Et puis on paiera nos bagnoles plein pot, bien sûr, mais eux, ils feront plein de profit dessus. Voilà, donc courage à vous, courage aux copains de GMS. Et puis on va se battre, on ne lâche rien. On continue dans l'alternance. Donc une autre entreprise creusoise, là, cette fois-ci, c'est la copine de chez Sauton, Agathe. Donc qui normalement n'a pas fait 3 pages. C'est bien déjà. Sympa pour Eric. On a écrit plus petit. Bonjour à toutes et à tous. Je représente le syndicat CGT de l'entreprise Sauton à Guéret. Notre entreprise conçoit et produit des meubles de puriculture, des chambres pour bébés et enfants. Autrefois, nous étions situés sur le meuble haut de gamme et entièrement fabriqué en France. Puis ces 20 dernières années, notre direction a décidé de nous diversifier dans les meubles vendus en grande distribution. Les textiles, comme les doudous et autres, sont approvisionnés par des entreprises chinoises. Mais comme c'était prévisible, en sortant de notre niche économique, comme disent les économistes, en abandonnant notre savoir-faire, nous n'avons pas pu concurrencer les gros fabricants. Et l'économie de l'entreprise décline d'année en année. Aujourd'hui, nous avons peur pour l'avenir de notre entreprise et de nos emplois. Pour rappel, nous avons perdu les 2/3 de notre effectif en 25 ans. Plus de 200 emplois perdus sur le bassin de Guéret. C'est un énorme plan de licenciement silencieux. L'entreprise se gargarise en ce moment d'un retour à des collections haut de gamme et made in France, alors qu'en interne, nous constatons que la direction continue sur le même schéma depuis des années. Des matières premières à bas coût, pas d'investissement dans l'humain ni dans l'outil de travail. Une collection de façade pour faire croire à un changement de cap, est-ce que ça va nous sauver? On en doute. Et pendant ce temps, nous continuons à souffrir de l'activité partielle que nous subissons depuis le début de la crise Covid, mettant en danger des vies de famille, nous déconnectant de notre vie dans l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut être confiant dans l'avenir? Comment croire que l'entreprise peut changer et aller vers un modèle dont nous soyons fiers? Comment nous-mêmes être fiers de notre travail? Nous sommes convaincus que des solutions existent et nous les portons depuis des années. Se réapprovisionner en France avec des matières à haute valeur ajoutée, avec des matières écologiquement responsables. Revenir vers un meuble durable, transmissible sur plusieurs générations, parce que c'est ça qui a fait la renommée de Sauton. Pour nous, ces choix sont indispensables. Ils nous permettraient d'être en accord avec l'évolution de la société. Des circuits courts, la durabilité, pas de produits chimiques et surtout création d'emplois qualifiés et création de vie sur notre département. Voilà, merci. Merci Agathe. Bravo Agathe. Merci Agathe. Les camarades de la SAM, je crois qu'il y a des représentants qui sont dans le coin, s'ils peuvent venir nous parler un petit peu de leur combat. Donc merci à vous d'être venus pour votre combat. On avait été vous voir donc, à Decazeville là-bas la dernière fois pour le regroupement. Donc voilà, donc on continue la litanie de nos entreprises mises à mal. Mais voilà, et par contre le combat aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est un peu partout, il faut qu'on le poursuive à votre exemple. Merci, bonjour à toutes et tous. Là, ouais. Alors effectivement, notre présence ici, elle est évidente puisque le 1er décembre, un certain nombre de camarades de GMS étaient présents parmi
les 6 000 manifestants réunis devant la boîte. La situation, où est-ce qu'on en est? Nous, on est une fonderie sous pression qui travaille essentiellement pour Renault. Alors ça a du sens d'être ici aussi avec, par rapport au collectif Plus Jamais Ça, puisque notre entreprise elle a pris le virage de la transition écologique, puisqu'on fabrique des pièces pour les moteurs hybrides et électriques. Ouais, je me rends. Et donc, et malgré ça, Renault, avec la complicité de l'État, ont décidé de fermer notre entreprise, 333 salariés, hommes et femmes, compliqué, le son. Et bizarre. on peut y arriver, oui. Je sais pas comment les autres ça allait. Oui, mais recule trop fort. Ah, peut-être. Recule. Recule, je recule. Ouais, ouais, on ne sait pas. Là, ça a l'air d'être mieux. Voilà. Donc tu parles plus loin du micro, peut-être. Là, non. Ou alors il a quelque chose dans la censure de la salle. Je repars en numéro, le micro. Là, c'est peut-être... Voilà. Donc, pour ne pas faire trop long, en fait, nous, on est engagés dans cette lutte depuis maintenant le 4 février, ça fait plus de 300 jours, et on occupe l'usine jour et nuit, 24 heures sur 24, depuis le 22 novembre. Donc, ça fera un mois la semaine prochaine. Et hier, l'AG qui s'est tenu, à l'unanimité, on a décidé d'occuper l'usine durant les fêtes de fin d'année et au-delà. Donc, il est évident, et on le redit, on a un soutien populaire massif. Toutes nos initiatives ou manifestations, c'est entre 2 et 3 000 personnes. Celle du 1er décembre qui était régionale, c'était plus de 6 000 camarades. Durant toutes les fêtes, là, il y a des camarades de l'Allier, du Tarn, de l'Hérault qui vont venir. Et nous, on ne lâchera rien, on leur a dit, il est très clair. Nous, c'est nous et nous seuls qui décideront quand est-ce qu'on quitte la boîte. C'est pas le gouvernement, c'est pas Renault, c'est pas la presse, c'est pas les flics. Il n'y a personne qui viendra nous casser les couilles pour quitter notre usine, parce que cette usine, elle appartient aux citoyens et elle nous appartient. Et l'objectif de rester dans l'usine, c'est de mettre l'outil de production sous notre protection, parce qu'il nous appartient, il a été payé avec les bénéfices qu'on a fait, avec l'argent public, de manière à faire en sorte que cette usine, elle puisse être relancée très rapidement. Et effectivement, l'État, le gouvernement est complice avec Renault de ce scandale-là, à un moment où ils n'ont jamais autant parlé de relocalisation, de réindustrialisation. Et donc, effectivement, notre présence ici, elle a du sens, parce que nous devons porter, il y a besoin d'ancrer partout à partir d'exemples très concrets, des luttes au travers de l'implication des populations, des citoyens, parce que la situation, elle est globale, les copains de Fonderie du Poitou l'ont exprimé, et il y en a malheureusement bien d'autres dans une filière aujourd'hui qui a de l'avenir. Et donc, il est évident, et je ne vais pas faire plus long, Sébastien, le secrétaire du CSE, est là avec moi, qu'on peut compter que sur nous-mêmes. Et il y a besoin qu'on mette, que l'on ait un éclairage massif et important au moment où débute une campagne présidentielle, où les questions industrielles et les questions écologiques, elles doivent être au cœur des débats, au cœur de nos revendications, et la meilleure façon de les porter, il n'y a pas d'autre solution que la lutte et de bien voter. Et donc, effectivement, il n'y a jamais eu de victoire ou de conquête sociale sans lutte massive, et c'est le seul et l'unique, notre unique objectif et le seul moyen de faire en sorte qu'on ait une autre société, obtenir une transformation de la société qui réponde aux aspirations des populations, des citoyens et citoyennes, aussi bien en Creuse qu'en Aveyron et que partout en France, en Europe et au-delà dans le monde. Voilà, c'est le sens de notre présence ici et de votre présence ici, et soyez-en, nous on vous en remercie. Voilà. Bravo, merci. Oui, Marie-France du comité des chômeurs CGT. Donc, je viens d'entendre les prises de parole de tous les camarades. Ça me fait froid dans le dos. Nous sommes une France désindustrialisée. Nous sommes une forme devenue pauvre. Je l'ai connue quand même assez riche, florissante. Plus de 6 300 000 chômeurs en France. Je ne vais pas dire son nom.
ça me fait mal à la langue de dire Macron, il veut descendre à 7% de chômeurs en France. Comment va-t-il faire? Eh bien, je vais vous dire comment. Pôle emploi a eu les consignes, appliquer la nouvelle convention, les radiations à tout va. Vous êtes absent à une convocation, deux convocations, allez, hop, éjectez. Prenez n'importe quel boulot, CDD, n'importe, d'un jour, 2 jours, 1 mois, qu'importe. De toute façon, il faut vous éjecter, il faut vous dire au revoir. Moi, je suis écœurée de la situation de la France. La Creuse, cette petite Creuse que j'aime tant, est à 9200 demandeurs d'emploi. Il faut savoir qu'il y a une pauvreté qui monte de jour en jour. Plus de 17% de pauvres de comptabiliser pour la Creuse. Alors il faut se battre. Il faut se battre pour changer les choses. Au mois de mai, avril et mai, je dirais, il y a les élections. Donc il faudra savoir comment voter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis très triste de la situation actuelle et de l'avenir de nos jeunes. Merci Marie, il ne faut pas être triste pour l'avenir des jeunes. Les jeunes vont construire leur avenir, ils vont le construire en se mobilisant, on va le construire notre avenir en se battant contre ce système-là. On va y arriver, de toute façon, on n'a pas d'autre choix. On est sur la souterraine, je pense qu'on peut difficilement faire, pour les Creusois, ça va leur parler, on peut difficilement faire autrement que d'avoir un petit message sur la situation du train en Creuse, en particulier sur les transports. Alors ça fait partie du grand domaine des services publics, mais j'aimerais qu'on ait une petite intervention du copain cheminot, Yann, juste pour refaire un petit point sur le train avant de démarrer la locomotive rouge. Il n'est pas là, Yann? Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Barra-Éric, je représente la société, l'entreprise Dagar. Donc, je vais vous faire juste un petit topo sur la politique sociale aujourd'hui de l'entreprise pour vous montrer comment ça va bien sur notre territoire. Je pense que je ne suis pas le seul concerné. Donc, Dagar, un fabricant installateur de panneaux d'isolation pour chambres froides et salles blanches depuis 60 ans. La société se situe à Boussac, dans le nord-est de la Creuse. Voici maintenant 3 ans que nous sommes rejetés par un groupe hispano-portugais, le gros groupe Rêveur. En 2010, Dagar c'était 453 salariés. Aujourd'hui, la société en compte plus de 360. Cette suppression d'effectifs est due au départ en tête non remplacé, rupture conventionnelle, à tout va, au licenciement. J'en passe et des meilleurs. Sur ces 360 salariés, nous sommes plus qu'une centaine d'agents de production. Les autres étant du personnel administratif, sachant que dans ces services, les salariés ne sont pas mieux rémunérés que la prod. Aujourd'hui, beaucoup de CDD, des contrats d'alternance, et plus d'effectifs intérimaires que d'embauchés en prod surtout. On nous fait miroiter que l'on cherche du personnel dans les services administratifs, il y a un tel turnover qu'on n'en connaît plus personne. Cette chaîne est sans fin, il y a des changements permanents dans les services, il n'y a plus de conducteurs de travaux, plus de dessinateurs. Chez nous, pourtant, 53 cadres. Je pense que c'est quand même une bonne moyenne, n'est-ce pas? Notre nouveau directeur, qui est à la tête de 15 entités, en ma connaissance, peut-être plus, des sociétés de moins de 50 salariés, sachant que la gare est la plus importante. Je ne vous ferai pas dire pourquoi 50 salariés, pas de CSE, etc. À l'heure actuelle, ce sont des agences d'intérim qui embauchent. Il y a beaucoup plus de propositions chez nous en accord avec la direction pour des embauches intérim, bien sûr des embauches au SMIC. Le jour où il y aura une baisse d'activité de la société, on dira à la personne qu'on n'a plus besoin d'aide. Et on se retrouve à disposition des boîtes intérim, pour les salariés se retrouveront pour faire des missions quelconques. Encore un avantage pour les patrons. Dagar, au salaire trop bas, engendre des bénéfices non négligeables à ses actionnaires et le salariat dans tout ça. Aucune reconnaissance pour le travailleur,
Nous sommes aperçus depuis un petit moment que nous avions des pertes de rentabilité, bien sûr à cause des ventes sans marge, ou alors des marges très faibles, et pourtant l'activité a l'air de s'accroître. Actuellement, nous avons aussi des problèmes de trésorerie, les fournisseurs ont du mal à se faire payer, mais nous n'en savons pas plus, on ne nous dit rien, ne serait-ce que les dysfonctionnements internes que nous constatons, manque d'organisation, il n'y a plus de pilote dans l'avion dans la société. Nous ne voyons plus nos dirigeants depuis décembre 2019, et oui, 2 ans déjà que l'entreprise a été rachetée. Notre PDG, on ne l'a pas vu depuis décembre 2019. Dieu seul sait pourtant, quand il nous a rachetés, il avait prévu des projets, mais ils ne sont jamais réalisés. Pourtant, nous voyons que le marché repart sur l'agroalimentaire. Mais ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la disparition du service salle blanche. Un service qui est rapporté en moyenne 50% du chiffre d'affaires de la société. Il y a quelques mois, ce qui nous a alerté, c'est les 9 démissions dans le même service. Et récemment, la démission du directeur salle blanche non remplacé, viré aussi son numéro 2, plus de service commercial. Nous allons essayer d'en savoir plus sur la disparition de ces services, mais comme beaucoup de questions pourtant approuvées à l'ordre du jour par notre directeur, jamais de réponse concrète. Ce sont toujours des allusions approximatives, même sur les résultats, sur les chiffres que nous demandons depuis des mois, sur l'information stratégique de l'entreprise, sur les affaires en cours, sur les investissements, toujours pas de réponse. Nous nous posons des questions sur les montants des refacturations d'Agar aux autres sociétés du groupe et nous n'avons toujours aucune donnée chiffrée. Nous ne connaissons pas les montants des marchés aux USA où nous avons une filiale qui soi-disant rapporterait beaucoup. Je pense réellement que nous sommes la vache à lait du groupe. Dagar n'a jamais fait plus de 80 millions de chiffre d'affaires. 80 millions de chiffre d'affaires auparavant, et pourtant nous l'avons dépassé. Et aujourd'hui, nos actionnaires financiers disent de plus de 100 millions d'euros pour l'année prochaine. La crise sanitaire à Bordeaux, juste un petit aparté pour vous donner une idée de la façon de travail et de leur stratégie. Nous achetons la tôle en Espagne, même qu'elle doit provenir, je suppose, de Chine. Arrive chez nous, elle est usinée, pliée, elle repart au Portugal pour fabriquer, injecter des panneaux, au lieu que ça se passe chez nous. Puis cette marchandise revient chez nous pour être vendue. Avec cette méthode, si les transports ne coûtent pas cher, là il faut m'expliquer. Et bravo en termes aussi d'écologie. Il faut savoir que Dagar, quand même, est la plus grosse entreprise de la Creuse, malgré ses pertes d'effectifs d'année en année. Quel est l'avenir de notre société? On nous a vendu du rêve et on constate aujourd'hui que nous sommes en train de perdre notre savoir-faire. Je dirais même que les petits malins d'actionnaires financiers, eux, sont venus chercher le savoir-faire. Les salariés Dagar, en raison de la mauvaise organisation, s'aperçoivent qu'ils sont livrés eux-mêmes. Cela va-t-il durer encore longtemps? Nous posons beaucoup de questions. Et je conclurai, pensons à nos camarades GMS, personne ne souhaite se retrouver dans une telle situation. Merci de m'avoir écouté. Le collectif Plus Jamais Ça en Creuse, une de ses particularités, ça a été de s'appuyer au départ aussi sur la force du collectif de défense des services publics creusois qui depuis 1995 revendique et a mis en place des manifestations d'envergure et donc on s'est appuyé sur leur service, on s'est appuyé aussi sur leur expertise, leur savoir-faire. Spéciale dédicace aussi à la mère Catherine pour son petit train et sa locomotive rouge. Spéciale dédicace à toute sa team. Voilà, merci à elle pour son investissement. Je passe la parole à la camarade. Merci. Je voudrais d'abord excuser l'absence du président de la Convergence nationale, Michel Jalamion, qui est retenu à Lille. Je m'appelle Janine Vaux et je suis secrétaire de la Convergence nationale, que je représente donc aujourd'hui avec beaucoup d'émotion, puisque vous savez que la Convergence nationale, elle est en fait née en Creuse et qu'elle y a réussi de belles manifestations en 2005 et en 2015. Malheureusement, les raisons de manifester, elles perdurent aujourd'hui, plus que jamais, je dirais. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que vous avez su allier la lutte pour les services publics et celle pour les industries. Pas de service public sans industrie, pas d'industrie sans service public, me paraît un excellent slogan, surtout dans la période. Alors la Convergence nationale, pour sa part, elle continue aussi son combat. Elle est en train de mettre sur pied une campagne en faveur des services publics qui sera tournée essentiellement vers l'aménagement du territoire, au plus près des citoyens et de leurs besoins.
Elle souhaite faire inscrire ces débats dans le cadre des élections à la fois présidentielles et législatives, mais au-delà aussi, et elle s'oriente vers une manifestation nationale à Lure, qui est un endroit un petit peu reculé aussi, d'une façon extrêmement symbolique, pour vraiment placer la question de la proximité au cœur de son combat. Donc vous voyez que nous sommes tout à fait en phase, et c'est pourquoi la Convergence nationale vous souhaite un bon combat et avec de belles réussites à la clé. Merci. Merci, bravo. Une intervention importante aussi sur les services publics et le lien important avec l'industrie en Creuse, c'est Solène, la copine, au nom de tous les services publics du département, enfin on ne va pas les énumérer, voilà, c'est Solène qui prend au nom des services publics qui s'exprime. Du coup, bonjour à toutes et tous. En France, en Europe et dans le monde, les crises financières, sociales, écologiques, sanitaires qui se succèdent sont la démonstration des échecs des politiques capitalistes à l'œuvre depuis des décennies. Les populations, notamment les plus fragiles, payent le prix fort de cette politique qui profite à une minorité. Partout, les services publics, les protections sociales sont la cible des politiques libérales car ils sont un symbole de prééminence de l'intérêt général, de progrès social et de solidarité. Depuis 4 décennies, les inégalités que le service public contribue normalement à réduire n'ont fait que croître. Pourtant, il n'y a pas de fatalité. À la priorité donnée aujourd'hui à l'accumulation des profits au bénéfice d'une minorité, nous opposons l'exigence de la satisfaction des besoins sociaux du plus grand nombre par une autre répartition de la richesse. Le service public est en effet seul capable de répondre à la gestion démocratique des biens communs et d'assurer la satisfaction des besoins fondamentaux de chacune et chacun, sans discrimination d'aucune sorte. Origine, croyance ou opinion philosophique. La redistribution des richesses qu'il induit, la solidarité qu'il nécessite et mobilise, l'implication populaire qu'il exige, participent de la construction d'une société démocratique et durable, tant pour les humains que pour les ressources de la planète. La Creuse a de nombreux atouts, mais plus que les autres départements, parce qu'elle est rurale et qu'elle cumule des difficultés sociales et économiques, elle a besoin de ce bien commun qu'est le service public. De nombreuses luttes sociales ont eu lieu et se poursuivent. La santé, les retraites, l'éducation, la recherche, la poste, l'énergie, l'eau, la petite enfance, le logement, la culture, les transports, etc. Si nous voulons que les résistances et les luttes débouchent, il nous faut opposer et proposer un autre projet de société, dont le service public est un des éléments moteurs. C'est ce que le collectif Plus Jamais Ça propose dans son plan de rupture. C'est en poursuivant cet objectif que nos organisations et associations initient aujourd'hui par cette manifestation une première mobilisation qui a vocation à s'amplifier et à peser sur le débat présidentiel pour qu'une alternative soit opposée aux discours libéraux et nauséabonds trop souvent entendus. Parce qu'il n'y a pas de service public sans emploi privé et qu'il n'y a pas d'emploi privé sans service public, nos combats sont liés et doivent donc être communs, unis et solidaires. Il n'y a pas de fatalité. Collectivement, défendons, obtenons le développement des services publics. Plus que jamais, nous devons nous unir. Collectivement, obtenons ce monde meilleur auquel nous aspirons. Ce monde juste, durable et solidaire. Ensemble, tout est possible. Vous parlez de fret, je pense, parce que Plus Jamais Ça, c'est aussi là-dedans. Il faut savoir que le fret, depuis la libéralisation et la privatisation
et bien il n'y a pratiquement plus de fret. On se bat tous les jours pour qu'il y ait quelques trains fret. Alors en Creuse, on a encore un train qui va à Picoty, à Guéret. Un train tous les 15 jours d'une quinzaine de wagons, c'est 200 camions en moins sur les routes, surtout de cette matière-là. On ne s'oppose pas aux routes, il n'y a pas de problème. Il faut aussi de la route, mais dans le fret, avec toutes les entreprises qu'on a en Creuse, ils devraient reprendre et on devrait en avoir. Les services publics des cheminots est mis à mal. Vous allez voir tout à l'heure, on va passer devant une gare fermée, la grosse gare de la Souterraine. Quand même, cette gare où il y a plus de 150 000 personnes qui prennent le train chaque année, et vous prenez le train sans personne. Impossible aux personnes à mobilité réduite de monter sur Paris et de faire l'aller-retour sur la journée, parce qu'on supprime le personnel pour des questions d'économie. On automatise tout et on n'a plus de personnel. Donc c'est ce qui pose beaucoup de questions. Mais c'est les réformes successives que les politiques ont mis en place qui ont mis à mal la SNCF. Voilà. Merci Yann.